Le débat de France 24, bienvenue ce samedi 4 juillet. Les États-Unis célébreront les 250 ans de leur indépendance, l'histoire d'une ancienne colonie devenue superpuissance. Mais cette superpuissance, aujourd'hui dirigée par Donald Trump, elle est profondément divisée. L'occasion de se poser plusieurs questions. Comment commémorer cet acte fondateur, cette seconde présidence Trump post-6 janvier? Que nous dit-elle des États-Unis? Et puis, question importante aussi, le rêve américain existe-t-il encore? Vaste programme, vous l'avez compris, je vous présente mes invités. Bonjour Guillaume Hennette. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous. Vous êtes le co-auteur d'un ouvrage qu'on va découvrir à l'antenne, 50 États d'Amérique, un nouveau regard sur les États-Unis. C'est paru aux éditions Les Arènes. Je précise également que vous êtes rédacteur en chef pour l'émission Quotidien sur TMC. Face à vous, Hélène Kuntz. Bonjour Hélène. Bonjour. Vous êtes déjà venue plusieurs fois sur ce plateau, professeur à l'INSEC Paris. Oui. Merci d'être là. Jérôme Viala-Godefroy est là également. Bonjour. Bonjour. Chargé de cours à Sciences Po Paris, spécialiste de la politique américaine, auteur de l'ouvrage qu'on va découvrir, Les mots de Trump. C'est sorti aux éditions Dalloz. Et puis je salue depuis Berlin Reed Brody. Bonjour, avocat et ancien substitut du procureur de l'État de New York. Merci à vous quatre en tout cas d'être là. C'était donc le 4 juillet 1776, cette célébrissime déclaration d'indépendance des États-Unis rédigée par Thomas Jefferson. Le texte marque la naissance d'un nouveau pays indépendant, affranchi du joug britannique. Mais 250 ans plus tard, les commémorations de cet acte fondateur font polémique. Donald Trump, qu'on voit à l'antenne, est accusé d'instrumentaliser l'événement. On verra ça dans le détail, mais avant cela, évoquons ensemble ce rêve américain. Existe-t-il encore? Les États-Unis sont-ils toujours perçus comme une terre où tout est possible? Écoutez ces quelques réactions d'Américains pour débuter. Nous gagnons plutôt bien notre vie. Je ne manque pas de nourriture, je n'ai pas de problème pour me loger. Nous nous en sortons très bien, donc je pense que je vis le rêve américain. Alors, qu'est-ce que le rêve américain? Faire ce qu'il faut pour ma famille, bien gagner sa vie, s'occuper de ses affaires et prospérer. Pour moi, le rêve américain signifie pouvoir être libre, pouvoir rechercher le bonheur ainsi que la liberté économique. C'est aussi pouvoir devenir propriétaire et trouver un logement abordable afin de se consacrer à la construction d'un patrimoine et d'une richesse qui pourront être transmis aux générations futures. Pour moi, c'est ça le rêve américain. Le rêve américain, c'est de progresser un peu plus. Et je suis venue parce que mes filles étaient ici. Mais le rêve américain ne s'est jamais réalisé. Il n'est plus là. Avant peut-être oui, mais plus maintenant. Tu travailles tellement, mais maintenant ce n'est plus pareil. Le rêve américain, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Vous savez, nous avons des maisons, de l'eau potable, des emplois. Nous avons toutes les bonnes choses dont nous prenons soin et tout ce que nous décidons de faire de bien dans la vie. C'est ça notre rêve. C'est ça le rêve américain, c'est de réussir. Et la partie du rêve qui concerne les difficultés et tout ce qui se passe en ce moment, vous savez, c'est quelque chose que nous pouvons changer. Et nous devons le changer, mais nous ne pouvons pas le changer juste en tant que peuple. Chacun d'entre nous doit le changer. Et c'est l'occasion de vous demander votre regard sur les États-Unis d'aujourd'hui. Petit tour de table pour commencer, Guillaume. Alors, est-ce que le rêve américain existe encore? On répond tout de suite ou pas? Ouais, ou ça spoil la fin, etc. C'est notre bandeau. Moi, je pense que c'est la magie américaine, c'est de dire que le rêve américain existe encore. On vient d'entendre des gens, on avait l'impression, quand vous avez dit on écoute des Américains, j'ai eu l'impression qu'on allait entendre que des gens qui allaient casser le rêve américain en disant que c'est très très dur. Et surprise, on a entendu des gens qui disent je vis le rêve américain, j'ai des maisons, j'ai à manger, tout va bien, etc. Bon, il y a des petites nuances. Il y a des petites nuances, mais j'étais assez surpris de ça. Ouais. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne parle pas du rêve belge, du rêve allemand, du rêve italien, du rêve français, on parle du rêve américain. Donc même s'il est un peu cabossé, secoué en ce moment, il existe encore et c'est la force de ce pays, je trouve. Ce n'est pas la fin de l'exception américaine. C'est pas la fin de l'exception américaine, sauf si, évidemment, on en arrive à cette autre conclusion après le débat, mais on verra bien. Hélène Kuntz, quel regard portez-vous sur les États-Unis en 2026? Alors, je trouve que c'est très réducteur, que ces quelques personnes trouvent que le minimum suffit pour que le rêve américain soit conclu. Et ils oublient un énorme volet de ce rêve américain qui est la justice, que l'on peut compter sur la justice et que l'on vit réellement dans un état de droit comme socle. Donc,
c'était un peu matérialiste comme vision, alors que vraiment le rêve américain porte sur d'autres facteurs, notamment le bon déploiement de la justice. Ça correspond aussi à une réalité. Le rêve américain, c'est réussir matériellement. Vous n'êtes pas d'accord avec cela? Oui, bien sûr, mais si du jour au lendemain, on peut tout enlever, que ce n'est pas sécurisé, que c'est devenu très partisane. Ce n'est plus juste le matériel, parce qu'il y a des grands pans de la terre où les gens peuvent avoir une vie matérielle qui vaut bien, mais derrière, ils doivent vivre sous des barricades. Vous voyez, c'est pas OK, ça. Et la justice, ce sera évidemment l'objet d'une de nos discussions un peu plus tard. Oui. Quelle saveur a ce 4 juillet pour vous, Jérôme? Alors, ça dépend évidemment de ce qu'on entend par rêve américain, qui le définit. Ce qui est certain, c'est que c'était souvent lié aussi à l'idée d'une nation d'immigrés qui a construit le pays. Qui a construit le pays et qui se différencie en ça des autres nations. Et il n'y a pas longtemps, il y avait une vidéo sur le département de la sécurité, enfin le ministère de la Sécurité, qui redéfinissait ça en disant nous ne sommes plus un pays d'immigrés, nous sommes un pays de citoyens. Et donc, ça dit aussi quelque chose sur l'image qui va être donnée de ce rêve américain. Pour qui est ce rêve américain, en fait? Et effectivement, c'est une notion qui est uniquement liée aux États-Unis, mais qui est en train de perdre beaucoup de sa saveur, notamment dans le reste du monde, et qui fait que les États-Unis seront moins aussi un pôle d'attraction qu'ils ne l'ont été. On le voit dans les enquêtes d'opinion. Si on regarde l'Europe, parce que là, on a des choses assez claires, je crois que c'est à peu près 16% en moyenne des Européens qui ont une image favorable des États-Unis, ce qui est extrêmement bas. Et donc ça, c'est quelque chose qui est quand même qui fait partie aussi de cette idée de qu'est-ce que le rêve américain. Ce n'est pas juste matériel. Mais ce qui est fou, c'est que ce soit un pays tellement jeune finalement, 250 ans. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Ils étaient 56 en 1776 à signer cette déclaration d'indépendance. Il y avait 2 millions d'habitants. Ils sont 350 millions aujourd'hui. Le pays a tellement changé. Mais on a notre invité à Berlin qui a envie de donner sa définition. Reed Brody, le rêve américain est-il toujours vivant, selon vous? Je pense qu'il fallait demander aux pères fondateurs. Eux, ils avaient une peur obsessionnelle, c'est qu'un seul homme concentre entre ses mains tout le pouvoir. Et c'est exactement ce à quoi nous assistons. Donc, à 250 ans, pour moi, l'Amérique affronte le cauchemar, en fait, de ce que nos fondateurs avaient précisément voulu empêcher. Il y a 250 ans, les Américains ont déclaré leur indépendance face à un roi qui se croyait au-dessus des lois. Et aujourd'hui, nous célébrons cet anniversaire sous la présidence d'un mégalomane qui revendique la même chose. Les pères fondateurs qui avaient prôné l'exemplarité comme valeur cardinale. Il faut réagir à ça par rapport à Voilà, Donald Trump et l'exemplarité. Non, je vous en prie, Reed. Reed Brody, allez-y. Non, on a un président qui piétine la Constitution, qui anéantit les contre-pouvoirs, qui envoie l'armée dans les villes qui ont voté contre lui, qui s'attaque à la presse, qui montre les Américains les uns contre les autres à des fins politiques, qui traite la démocratie elle-même, qui était vraiment la rêve américaine. C'était un pays, c'était l'état de droit. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, là, on est dans une vraie rupture. Si on regarde les autres grandes célébrations, que ce soit 1876 après la guerre de sécession, que ce soit 1976 après le Watergate, le Vietnam, il y avait toujours des tentatives d'unir la nation par les présidents. Et c'est la première fois, et ça c'est totalement inédit, qu'on a un président qui parle plus de l'ennemi intérieur, qui parle des démocrates comme étant l'ennemi, qui parle de l'invasion des immigrés, et qui donc est dans une politisation à outrance vraiment de la fête nationale, en fait, et qui en plus divise vraiment le pays. Il ne marche que sur le conflit. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu au niveau de la présidence. Même pendant la guerre froide, même quand on avait tout ce qui a pu se passer dans les années 50, il y avait le président n'a jamais eu ce genre de rhétorique, surtout au moment d'une célébration comme les 250 ans qu'on a aujourd'hui. Et j'en parlais tout à l'heure, Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche après le 6 janvier, ça n'est pas anodin. Ah oui, alors là, c'est
Mais vous savez, je pense qu'on aurait pu pardonner les Américains lors de son toute première élection pour dire, bon, il fallait peut-être tenter autre chose, voilà, voir un peu comment ça se passe. Mais à l'échelle du monde, c'est incompréhensible qu'il soit élu une deuxième fois et on est dans une hégémonie américaine qui est vraiment définitivement compromise. Alors, c'est peut-être pas plus mal, hein, mais c'est terrible pour que le pays vive ça. Vous savez, hein, c'est très intéressant ce que vous venez de dire parce que on est dans une situation où les contre-pouvoirs ne marchent plus. Alors là aussi, c'était quelque chose où les pères fondateurs étaient convaincus que leur système de contre-pouvoir allait toujours fonctionner. Et là, c'est en panne et on l'observe et c'est vraiment inquiétant. Mais on peut aussi dire, effectivement, non seulement on aurait pu leur pardonner le premier mandat, mais là, le deuxième, il a été réélu bien mieux que le premier mandat. C'est-à-dire que cette fois, il avait plus de voix que son adversaire. Il a gagné tous les swing states. Il n'a jamais eu autant de grands électeurs. Enfin, il a gagné massivement. Donc, de mettre aussi en parallèle avec le quasi-désastre démocrate, évidemment. Pas massivement, non. Non, mais il a quand même gagné sans contestation possible. Ça, c'est vrai. C'est juste ça. Les démocrates ont fait notamment 10 millions de voix de moins. Oui, un peu moins de 50. Et c'était surtout l'absence de citoyenneté. Vous savez, il y a quand même 80 millions de personnes qui n'ont pas jugé bon de voter du tout, qui sont restées chez eux. Donc, c'était vraiment plutôt ça le drame. Le vrai gagnant, c'était l'absence d'intérêt. Je dis juste ça parce que je sais qu'on va aller sûrement sur les termes de démocratie libérale, etc., etc. C'est juste que voilà, il a été élu par les citoyens. Sans appel. Il n'y a pas eu de coup de force, il n'y a pas eu ça. C'est juste ça, quoi. Il faut quand même se mettre ça dans la tête. C'est-à-dire les Américains ont élu Donald Trump. Là-dessus, il n'y a pas de... Cette démocratie, justement, elle est aujourd'hui en danger, selon vous, aux États-Unis ? Ah bah alors là, je pense qu'on va pouvoir parler longuement là-dessus. C'est-à-dire que soit, si on parle de la justice, comme on disait tout à l'heure, hier, on a appris que la Cour suprême avait mis une grosse claque à Donald Trump parce que Donald Trump voulait effacer le droit du sol des États-Unis, qui est quand même un pilier de l'histoire américaine. C'est vous naissez sur le sol américain, vous devenez américain. Lui, depuis 10 ans, depuis 2016, ça, il trouve que c'est horrible. C'est un aimant à immigration illégale. Il veut pas de ça. Et donc, il a fait tout ce qu'il fallait pour que ça aille devant la Cour suprême. Et hier, la Cour suprême, par 6 voix contre 3, a dit non. Donc, les contre-pouvoirs existent, mais ils sont malmenés. Et clairement, la Cour suprême, elle est plus conservatrice que progressiste. Donc, c'est compliqué. Mais chaque petite lueur d'espoir, moi, je trouve que ça vaut le coup de s'y accrocher. Parce que ça montre que c'est pas complètement foutu et que c'est pas complètement plié. Reed Brody, Guillaume Hennette a raison, ces contre-pouvoirs, ils existent toujours aux États-Unis aujourd'hui. Un peu. Bon, il y a le Congrès qui est paralysé par la discipline de parti. Il y a les grands médias qui sont de plus en plus ses alliés à Trump et qui privilégient leurs intérêts économiques. Je dirais que la Cour suprême, grâce à des manœuvres parlementaires des précédents mandats, fait presque partie de sa mouvance. Cette décision sur le droit de sol, quand même, il a perdu, mais d'une seule voix. 4 juges de la Cour suprême ont voté pour vider le sens du 14e amendement. Donc, c'est une victoire, oui, mais une victoire à 5 contre 4 sur un droit qui est inscrit dans la Constitution. Mais cette semaine, la Cour suprême a rendu une décision peut-être la plus importante sur la séparation des pouvoirs depuis un quart de siècle, quand même, pour dire que le président peut limoger les dirigeants de toutes les agences fédérales, moins le Fed. C'est Trump qui lui-même a dit que 90 ans de jurisprudence ont été complètement balayés et c'est mot à lui, pour augmenter le pouvoir présidentiel à un moment où il est le plus nécessaire. Donc, imaginez qu'en France, le président de la République se lève et décide de limoger le président de l'ARCOM ou de l'Autorité des marchés financiers. Donc, il accapare les pouvoirs. Bon, le juge Sotomayor l'a dit dans sa vote dissidente à la Cour suprême, cette décision donne au président un pouvoir que même la couronne britannique ne l'avait pas. Oui. On est là à la croisée des chemins, c'est intéressant ce que nous dit Reed Brody. Tout à fait, et vous savez, à combien même cette même Cour suprême a déjà dit que Donald Trump a une immunité totale
criminel. Il a une immunité totale en civil. Donc, si vous voulez, il n'y a absolument rien qui le retient. Et c'est incroyable, effectivement, ce qui s'est passé le même jour de cette décision. Maintenant, ils sont tous en vacances pour la Cour suprême. Mais, au fait, c'est la fin de l'expertise. Et c'est très dangereux. Parce que on voit très bien qu'il met à tour de bras des loyalistes autour de lui. Donc, les choses qui étaient les piliers de le leadership américain dans tout plein de domaines, notamment scientifiques et recherche, ça va être complètement dilapidé, terrible. Alors, il y a tout l'aspect institutionnel, mais ce qu'on voit aussi, c'est le problème, justement, du vote par rapport à quelle information les gens ont. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a un problème au niveau des médias locaux qui disparaissent. Dans beaucoup d'États, il n'y a plus de journaux locaux. Ce qu'on voit aussi, c'est une concentration, comme on n'a jamais vu, des médias au niveau national, avec notamment la famille Ellison, qui a récupéré, qui a énormément de pouvoir, qui a CBS par exemple, qui est en train de lorgner vers CNN, enfin vers ce oui, groupe. En prenant Paramount et Warner. Qui contient, voilà, avec Warner. Ellison qui sont souvent dans le bureau ovale. Et qui sont tout à fait anciens démocrates, qui ont basculé pour plusieurs raisons, mais qui en tout cas font ce que Trump veut. Et d'ailleurs, on le voit avec CBS, ils ont changé la ligne éditoriale. Il fait licencier des gens. Donc ce n'est pas juste des raisons, je dirais, de business, c'est aussi idéologique. Et ça, c'est très grave parce que les gens ne sont pas informés. Et je ne parle pas des réseaux sociaux comme X, par exemple, avec Elon Musk, qui met en avant, par exemple, là, un film d'extrême droite sur un justicier anti-immigré qui va tuer des immigrés qui sont tous présentés comme des sauvages. Et ce film, qui était très obscur, est passé numéro 1 sur Amazon et sur... Enfin voilà, donc on a aussi toute cette désinformation et les gens ne savent plus quoi penser. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes pris comme ça par la désinformation, ne plus savoir ce qui est vrai et ce qui est faux? Eh bien, les gens arrêtent en fait de s'intéresser à la politique. Et c'est comme ça qu'on a une minorité agissante et idéologisée qui peut prendre le contrôle. On évoque les conséquences de cette conduite ultra-partisane finalement du pouvoir. Ça va laisser des traces, même lorsque Donald Trump pourra quitter la Maison-Blanche? Oui, et moi, pardon, mais il y a aussi une interview dans le New York Times en janvier, quand les journalistes du New York Times demandent à Donald Trump, mais alors, qu'est-ce qui pourrait vous arrêter, vous? Et donc, on imagine assez logiquement qu'un président des États-Unis va dire, la Cour suprême, les tribunaux, la justice, etc. Et il dit non, ma propre morale. Et donc, à partir du moment où il dit, c'est ma propre morale qui peut m'arrêter, effectivement, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Oui. C'est-à-dire, est-ce que c'est une vanne? Non, je pense pas. Est-ce qu'il le pense vraiment? Oui. Est-ce que c'est possible? Non, parce qu'il y a quand même des contre-pouvoirs. Mais enfin, ça dit beaucoup de la personnalité de Donald Trump. Il y a la mesure de toute chose. La mesure. Oui, mais il y a beaucoup de personnes qui sont complices autour. À un moment donné, il faut pas. C'est pas que Donald Trump seul. Parce que, par exemple, sur tout plein de choses, Donald Trump aurait pu obtenir des choses en sollicitant le Congrès, qui est quand même à sa botte. Il a le Sénat, il a la Chambre. Mais on verra en novembre avec les midterms. Oui, tout à fait. Mais vous voyez, il aurait pu demander des choses. Mais il préfère marcher avec ses fameux ordres exécutifs pour bypass. Lui-même ne veut pas valider le pouvoir d'une autre branche du gouvernement. Avec un changement entre le premier mandat de Donald Trump et le second, Reed Brody, vous êtes d'accord avec... il avait eu des départs en cascade lors du premier mandat. Donald Trump, il a voulu éviter ça lors du second. Oui, en fait, la meilleure chose qui peut passer à Donald Trump, c'est qu'il a perdu l'élection il y a 4 ans, parce que à ce moment-là, c'était un président presque clown qui était toujours frustré par des gens qu'il avait autour. Cette fois, il a pu, pendant 4 ans, ruminer sa défaite et préparer sa revanche. Et cette fois-ci, comme dit Ellen, il est entouré de loyalistes. Il n'y a aucune personne autour de lui qui va dire non, monsieur le président, vous ne pouvez pas envoyer les troupes dans les villes. Non, monsieur le président, vous ne pouvez pas envahir un autre pays sans mandat du Congrès. Et donc, il est beaucoup plus dangereux. Et vous avez évoqué les élections de mi-mandat, et c'est la grande échéance. Et Trump le sait. Et il a déjà
pousser les États républicains à des redécoupages électoraux pour réduire le nombre de circonscriptions compétitives. Il s'attaque à la mécanique du vote. Et donc, il essaie de balayer tout ce qui est contre-pouvoir. Et là, en prévision des élections, l'FBI récemment a fait irruption dans les bureaux d'une association qui inscrit les électeurs dans les quartiers défavorisés. Il saisit les bulletins de vote. Steve Bannon promet déjà d'encercler les bureaux de vote avec ICE en novembre. Donc moi, j'ai très peur pour les midterms. Pas d'une fraude massive et spectaculaire, mais plutôt d'un brouillard organisé. Urne saisie ici, des bureaux de vote fermés là, assez de confusion pour contester au cas pour cas des résultats qui lui sont défavorables. Ce sera donc on l'a déjà vu en 2020. Ce sera donc en novembre. En attendant, Donald Trump est donc accusé d'instrumentaliser l'événement, ces 250 ans, piloter évidemment l'événement par la Maison-Blanche, de l'organisation de combats de MMA à la Maison-Blanche, pour les 250 ans et son propre anniversaire, jusqu'à la tenue d'une prière collective destinée à valoriser les racines blanches et chrétiennes des États-Unis. Je vous propose tout de suite d'écouter le président des États-Unis. Il n'y a jamais rien eu de comparable aux États-Unis d'Amérique et ensemble, nous les rendrons plus grands, meilleurs, plus forts et bien plus exceptionnels que jamais. Aujourd'hui, nous possédons la plus grande économie du monde. Nous disposons de l'armée la plus puissante du monde. Nous bénéficions de la technologie la plus avancée du monde. Nous avons la plus grande culture du monde et surtout, nous avons le peuple le plus formidable du monde. Ce soir, alors que nous sommes à l'aube de notre 250e année d'indépendance, je suis ravi de proclamer que l'Amérique est de retour. Guillaume, ça va être une vitrine pour le mouvement MAGA ? Oui, donc ça, c'était son discours, le kick-off des célébrations des 250 ans. Bon, on a quand même eu effectivement une belle bande-annonce avec l'anniversaire, le MMA. Alors, on en parlait tout à l'heure, il y avait aussi eu les motos qui ont fait des tours comme ça devant la Maison-Blanche, qui honnêtement est surréaliste. Quand on y pense, c'est surréaliste ce qui s'est passé. Donc là, évidemment, il va essayer de flatter le côté patriotique américain de la branche MAGA. Parce que là, il dit on a le peuple le plus extraordinaire, mais il passe quand même la moitié de son temps à dauber sur la moitié du pays. Il doit parler seulement de la moitié. Oui. Donc il doit parler essentiellement de son camp. Donc oui, ça va être une vitrine et je pense qu'il compte beaucoup là-dessus. Je pense qu'en plus, il va beaucoup communiquer sur la Coupe du Monde de football. Enfin, tout ce qu'il faut pour ne pas parler de l'Iran en ce moment, pour pas parler des autres sujets, quoi. Et donc ça va être une grande vitrine, mais combien de temps ça va durer, on va voir. Avec cette valorisation, je le disais, des racines blanches et chrétiennes des États-Unis. Oui, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Et ils ont à cœur, vous savez, c'était tout de même écrit dans le projet 2025, un document qui fait 800 pages. La profession de foi du Parti républicain, c'était une trentaine de pages, mais le vrai profession de foi, c'était ce projet 2025 où ils disent on n'admet pas ce qui on imagine comme étant le progrès. C'est pas le progrès d'inclure des femmes, c'est pas le progrès d'inclure les autres, c'est pas du progrès de même reconnaître qu'il y avait des personnes aux États-Unis avant de complètement faire l'impasse sur... On parlera des Amérindiens un peu plus. Des Amérindiens. Donc, si vous voulez, c'est un fantasme qu'il véhicule, qui est quand même écrit, et c'est réécrire, lui, plutôt, l'histoire des États-Unis. Alors, cela dit, ça ne marche pas très bien pour l'instant, parce que ce qu'on voit, c'est que cette expo-là qu'il a organisée à Washington, il y a très peu de gens qui viennent. Même quand il a fait son discours, il n'y avait pas tellement de monde. Pendant les quelques concerts qu'il y a pu avoir ou les événements qu'il y avait, c'était vraiment très vide. On le voit là sur les images. Les artistes ont même... Alors, c'était des artistes qui étaient pas tellement en vogue, pourtant ont quand même dit non, nous on veut pas parce que c'est trop politisé. Donc ça ne marche, en plus ils ont des problèmes techniques, enfin voilà, donc ça marche pas très bien. Et ce qu'on voit, c'est quand même dans les sondages, ce qu'il essaye de faire et le fait qu'il essaye de s'accaparer politiquement comme ça cette fête nationale, ça ne plaît pas à la majorité des Américains, en dehors évidemment des MAGA, quoi, du groupe MAGA. Reed Brody, sur ce savant mélange d'égotisme trumpien, de populisme MAGA, de nationalisme chrétien, comment, dans ce contexte, commémorer cet acte fondateur ?
Écoute, je pense que les gens ont un peu marre de Donald Trump. Il a une popularité qui est très basse. Évidemment, il a les 35%, le noyau dur de MAGA, ce qui est déjà dramatique. Moi, je suis tout à fait d'accord que la vraie tragédie ici, c'est que les Américains ont vu Donald Trump une fois, ils l'ont voté une deuxième fois. Je suis d'accord. Mais en ce moment, sa popularité est au plus bas. Il y a l'inflation galopante. Il a trahi ses promesses sur la guerre en Iran que les gens ne comprennent absolument pas. Il veut mettre son nom sur les billets de banque, il l'a déjà mis sur le passeport, sur le Trump Center, etc. Donc, il devient un peu une caricature de lui-même et de plus en plus d'Américains le voient, même s'il garde son noyau dur qui est déjà difficile. Sur ces fractures actuelles qui traversent les États-Unis, on dit souvent que les États-Unis sont plus divisés que jamais. Oui. Quel est votre sentiment ? En tout cas, plus divisé que jamais, c'est un peu difficile parce qu'on peut trouver des périodes où ça a été divisé et tout, mais la polarisation et la violence extrême entre les deux camps et l'incapacité de se dire « Attends, je crois qu'un jour, ils vont être capables de revenir ensemble ». Il n'y a plus d'écoute. Il n'y a plus d'écoute, c'est-à-dire c'est même incapable total. Et donc du coup, on a beaucoup entendu parler de ces familles qui se sont écartées, éloignées, qui pouvaient même plus se parler parce qu'il y avait une division, parce qu'il y avait des Trumpistes d'un côté, des démocrates de l'autre, et qui a plus du tout cette capacité à se parler ensemble. Et ça vient beaucoup effectivement de l'attitude de Donald Trump. On en a parlé tout à l'heure. Normalement, un président, même s'il ne le pense pas, il dit qu'il est le président de tous les Américains. Lui, Donald Trump, il assume, il n'est pas le président de tous les Américains. Dans son premier discours de victoire, ça nous avait marqué, notamment. Il est le président de son camp. Il avait des mots très acerbes envers Joe Biden, on s'en souvient, qui avait servi la nation américaine. Et Obama, pendant plus de 60 ans. Ce qui est anormal, parce que quand même, il n'a pas à être à ce point méprisant envers l'opposition et d'avoir un vocabulaire qui est extrêmement dangereux quand on dit que c'est la pente glissante vers une autocratie. On dit, bon, mais quand même, mais il faut l'entendre aussi. Ce n'est pas des mots qui sont appropriés pour un chef d'État. Juste rapidement, vous savez, sur la foire qui est en train de se faire là, ce qui me surprend beaucoup, c'est que dans les médias de droite, par exemple Fox News ou les chaînes qui sont acquises à sa cause, comme Newsmax, ils sont capables de dire, regardez, toutes ces dizaines de milliers de gens, alors qu'il y a carrément juste des dizaines de gens, on peut les compter. Mais au fait, ce qu'on nous demande vraiment, c'est ne croyez pas vos yeux. Ne croyez pas vos yeux. Et cette fameuse vérité alternative. Ben oui, donc c'est là aussi un peu de preuve comme quoi c'est une pente glissante vers une autocratie. Qui existe depuis le début. 2016, quand il dit qu'il est candidat à la présidentielle à la Trump Tower, il commence par dire « Waouh, des milliers de personnes !» Vérité alternative. Il doit y avoir une petite centaine de personnes dans la Trump Tower. Mais 10 ans après, il est toujours dans la même optique. Oui. En fait, lui, il fonctionne, mais quand il était même avant d'être président, quand il faisait son émission The Apprentice, c'était vraiment sur mettre les gens en conflit et décider qui allait gagner. Donc tout est basé là-dessus. C'est le conflit permanent. C'est le président de la contradiction aussi. Oui, de la contradiction. Enfin, lui, il arrive à s'en sortir toujours, pense-t-il, en tout cas, avec un récit. Mais vous parliez tout à l'heure de comment on peut fêter ces 250 ans. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi aux États-Unis, c'est que c'est un pays fédéral, avec des États fédérés, et qu'il y a beaucoup de choses aussi qui se passent au niveau local. Et c'est ça qui fera aussi la différence. Par exemple, là, dans les États comme la Pennsylvanie, le Massachusetts, qui sont des États qui ont une vraie racine historique par rapport à 1776 notamment. Il y a beaucoup de choses qui se passent. À New York, il y a un grand concert aussi qui a lieu. Enfin, il se passe beaucoup de choses. Et puis les gens, chez eux, dans leur communauté. Donc c'est aussi ça. Et c'est... Moi, je dirais qu'au-delà de la fête, c'est le fait, si je puis dire, que c'est justement une fédération et qu'il y a un pouvoir local quand même qui reste important et que les États, en tout cas certains États, peuvent quand même lutter, notamment pour les élections, puisque les élections sont faites par les États. C'est les États qui sont en charge des élections. Reed Brody, vous partagez le constat qui vient d'être fait sur le plateau ? Oui, je pense que nous vivons dans une société très polarisée, très divisée physiquement. Et c'est très important. Il y a, en fait, les centres urbains, là où je vote à New York, dans ma circonscription, c'était 92% pour Biden. Et donc, il y a des États rouges, et ce n'est pas tellement les États, c'est les villes contre les espaces ruraux. On a vu, et d'ailleurs Trump, par exemple, quand il a envoyé
les troupes en Minnesota, les voisins se sont organisés. Oui. Ils ont fait reculer Donald Trump. Il a dû retirer ses troupes. Donc, il y a ces deux... Moi, à New York, évidemment, nous avons élu Zohran Mamdani, que Trump maintenant appelle un communiste. Il va faire campagne contre les communistes. Maintenant, avant, c'était des immigrés. Maintenant, il a trouvé une autre bête noire, c'est les communistes. Mais voilà, nous lisons une certaine presse, eux, ils lisent une autre presse. Nous allons dans un certain acte, et eux, ils vont dans d'autres actes. Donc, il y a deux Amériques qui ne se rencontrent que très peu. Juste, sur le niveau électoral, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on regarde les républicains et les démocrates, mais le groupe le plus important au niveau électoral, c'est quand même les indépendants. Et les indépendants se détachent vraiment clairement de Donald Trump dans ce deuxième mandat depuis déjà plusieurs mois. Et on voit aussi que, alors ça fonctionne aussi beaucoup en communauté, mais on voit que la communauté hispanique, si on regarde dans les sondages, les Noirs américains aussi, ont vraiment décroché énormément par rapport à un soutien à Donald Trump. Chez les hispaniques, ça va être très intéressant dans des États comme le Texas, par exemple. Soutien qu'ils donnaient avant aux démocrates, mais la décision est passée par là. Voilà, et pour ils des ont été questions nombreux à voter économiques. Donald Trump lors de la dernière Et c'était élection. notamment pour des questions économiques et une grosse déception d'ailleurs sur cette question économique. Il y a toujours cet effet miroir, la violence de la politique de Donald Trump va sûrement déboucher sur une proposition, une alternative peut-être démocrate. C'est ce qu'on espère les démocrates, même s'il n'y a aucun visage qui ne sort pour l'instant. Pour l'instant, souvent, et c'est ça la force des États-Unis, souvent il y a un visage qui va apparaître comme ça. Alors beaucoup de gens parlent là de James Talarico au Texas, le sénateur qui est très très charismatique, il a un art oratoire qui voilà, j'ai vu sur ses clips de campagne, il est avec Obama, même ses clips de campagne qu'il fait en anglais, qu'il fait en espagnol, ça rappelle beaucoup. Et donc il y a des Gavin Newsom de voilà, Californie. Gavin Newsom, il joue quand même beaucoup la polarisation aussi contre Donald Trump. Donc bon, il lui ressemble presque. Mais bon, il y a des visages qui vont apparaître. Mais après, ce qui est intéressant, ce qu'on disait tout à l'heure, enfin, ce qui était évoqué, c'est je suis d'accord avec Reed. Je pense que les gens, ils en ont marre de Donald Trump. Il y a une forme il se caricature lui-même, etc. Donc c'est qu'est-ce qui va être mis en place derrière. C'est-à-dire quid de J.D. Vance, quid de Pete Hegseth, quid de ces gens-là. C'est là que ça va être intéressant. Est-ce que Donald Trump Jr., est-ce que Eric Trump vont vouloir y aller? Enfin, c'est qu'est-ce qui va se mettre en place derrière, quoi. Parce qu'on voit bien que là, c'est un vieux monsieur qui fatigue, quand même. Mais le Trumpisme, on le sait, va lui survivre. Alors, je crains fort qu'effectivement, ils vont carrément mettre les autres Trump en avant pour sauver cette marque-là. Mais le problème aussi, c'est que le camp en face n'est pas très efficace. Hein. La marque démocrate est un peu toxique. Et le problème, on a un système, comme vous avez dit, fédéral, où il faut s'accrocher soit au Parti républicain, soit au Parti démocrate. Donc, Donald Trump a réussi. Bien, ça vient d'où? C'est un manque de... Non, mais on n'a pas un multi-party system, on a un two-party system. Donc, si vous voulez, par exemple, Donald Trump a réussi à complètement capter le Parti républicain. Ce qu'il représente là, c'est pas du tout les républicains d'autrefois, ou même d'il y a 10 ans. Donc, il a capté ça. Alors maintenant, du côté démocrate, par exemple, quelqu'un comme Mamdani, il n'est pas démocrate, hein, il est DSC. C'est Democratic Socialist of America, c'est presque un micro-parti. Le plus à gauche, presque un micro-parti. Mais est-ce qu'ils ont suffisamment de représentation de chaque État pour pouvoir envoyer des candidats à l'échelle nationale? Et même quelqu'un comme Gavin Newsom, il est très cantonné, enfin, je veux dire, c'est la Californie. Il n'a pas une portée nationale. Il y a presque une guerre civile, en tout cas, il y a une division à l'intérieur. Les mots sont forts, attention. Ah oui, mais au niveau du Parti démocrate, c'est quand même assez violent ce qui est en train de se passer. Et il va falloir voir ce qui va en sortir, justement, entre cette aile plus à gauche. Et puis, il y a aussi un ras-le-bol par rapport à l'élite. Pour beaucoup d'Américains, au-delà même de l'idéologie, il y a l'idée ils veulent quelqu'un qui se batte contre Donald Trump. Et ils ont l'impression souvent que le leadership est un peu mou. Et ça, c'est quelque chose, ils voudraient voir des gens qui se battent pour eux aussi. Discours anti-élite qui était tenu par Donald Trump. Oui, mais c'est cette nouvelle élite, je dirais, très ultra-conservatrice et réactionnaire, contre lesquelles beaucoup quand même d'Américains aimeraient voir des gens offrir une alternative et surtout des moyens de se battre. Gavin Newsom a très peu de chance, a priori. Mais il y avait un élément qui était intéressant, c'est la manière dont il se battait contre Donald Trump en réutilisant ses armes. Et ça a eu un petit succès pendant quelques temps. Je ne pense pas que ça ira beaucoup plus loin, mais en tout cas, voilà, les gens cherchent ça aussi. Enfin, je ne sais pas ce que Reed en pense, mais... C'est très intéressant. Est-ce que Donald Trump a changé la façon de faire de la politique aux États-Unis? Je crois qu'une chose qui n'a pas été beaucoup discutée, c'est l'influence de l'argent dans la politique. Pour n'importe quelle élection, même pour un petit représentant, il faut des dizaines de millions de dollars
Et qui donne ces dizaines de millions de dollars? Les riches. Et en fait, cette crise qui traverse le Parti démocrate, c'est justement les démocrates institutionnels qui s'alimentent de cet argent, qui ont peur des gens plus à gauche, les Mamdani, les Sanders, etc., qui ne s'y alimentent pas. Mais c'est très difficile d'avoir une démocratie quand les élections sont aussi coûteuses et la Cour suprême vient d'annuler la dernière part contre l'argent. Maintenant, la Cour suprême a dit que l'argent, c'est l'expression. Et on ne peut pas interdire la liberté de l'expression, y compris de donner des millions de dollars à des candidats. Oui, donc il y avait déjà la terrible décision de Citizens United qui a dit que voilà, c'est les personnes morales qui peuvent être là. Donc ça fait qu'on a un système de comités political action qui sont très opaques. Et vous voyez, ça empêche que le Parti démocrate a un boulevard là. Il suffit d'être le parti anti-guerre. Mais ils ne peuvent pas être le parti anti-guerre, ils ne le seront pas. Parce que, je veux dire, ils vont perdre leur financement. C'est exactement ce que vous avez dit tout à l'heure. Le haut gratin du Parti démocrate ne pouvait pas soutenir Zoran Mamdani. Non pas forcément que par idéologie, mais c'est un gros problème de portefeuille. Et le problème là de la décision de la Cour suprême, c'est que ça donne effectivement un avantage à court terme au moins aux Républicains, parce qu'ils sont soutenus par plus de grands groupes et notamment de grandes entreprises, alors que les démocrates ont plus de des petites donations. Et là, on voit qu'il y a un vrai avantage. D'ailleurs, Donald Trump s'en est réjoui de cette décision de la Cour suprême. Alors peut-être qu'à moyen et à long terme, ça va s'équilibrer, mais à ce stade, ça donne encore un avantage aux élections qui sont en train d'arriver là aux Républicains. Les démocrates qui peuvent aussi insister sur le besoin de justice dans les États-Unis en 2026, on en parlait tout à l'heure avec Oui, mais ça, c'est un discours qui tient depuis longtemps et qui ne marche pas. Bernie Sanders, il tient ce discours depuis très longtemps et ça ne marche pas. Après, sur l'argent, ce qui peut être intéressant, ce que disait Reid, Reid parle beaucoup de Zoran Mamdani. Zoran Mamdani, il a exploqué, skyrocket comme ça, personne ne le connaissait en quelques mois. Ça peut être aussi une stratégie payante pour les démocrates, encore une fois, un visage qui apparaîtrait dans les derniers moments. Il a fait une campagne hyper efficace, hyper active, qui n'a pas coûté des millions et des millions. Enfin, ça a coûté des millions, mais ça n'a pas coûté... Oui, parce qu'à New York, on a un système de financement public des élections. Si moi, citoyen de New York, je donne $100 à Mamdani, la ville donne $600. Et donc, il a pu se passer des grands donateurs. Et il a fait son élection avec 100 000 volontiers qui ont fait la porte-à-porte. Il y avait une autre chose, qui était super importante dans l'élection de Mamdani, qui est le ranked choice voting, Reid. C'est-à-dire la façon même de choisir le candidat. C'est vraiment une spécificité locale à New York, un petit peu dans l'Alaska, mais ça fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de votants dans les primaires, des gens qui se sentent que leur vote va compter dès les primaires. Donc, c'est le choix ordonné, je pense que c'est la bonne traduction. Et donc, ça fait qu'il y a beaucoup plus de personnes qui se présentent aux urnes. Et l'argent ne fait pas forcément tout, parce que Elon Musk, par exemple, avait dépensé plusieurs dizaines de millions de dollars dans une élection, notamment dans le Wisconsin, pour la Cour suprême du Wisconsin, et il a perdu. Donc c'est un élément qui va rajouter, évidemment, au parti qui a le plus d'argent, mais ce n'est pas forcément suffisant non plus. Reid Brody, encore un mot peut-être ? Écoutez, je pense que les élections de mi-mandat, s'ils sont libres, pourront quand même équilibrer un peu les choses. Il faudrait que, comme Ellen a parlé de l'immunité de Donald Trump, on aura des enquêtes parlementaires. On vient d'apprendre hier que Donald Trump a gagné $2 milliards de à la Maison-Blanche. Mais grâce aux crypto-monnaies. Non, c'est des crimes. C'est un président certainement criminel. Oui, c'est conflit d'intérêts, c'est quelque chose dont on ne parlait pas forcément avant quand on évoquait le président des États-Unis. Ça se fait sans vergogne, a priori. Ben non, oui, c'est lunaire de chez lunaire. Donc on apprend qu'il a fait x3. Grâce à World Liberty Financial. Il y avait $1,2 milliard qui était évoqué hier. On chipote sur les millions, là. Grosso modo, ça fait beaucoup en plus. Et donc, grâce à World Liberty Financial, le directeur général de World Liberty Financial, c'est Zach Witkoff, le fils de Steve Witkoff, l'envoyé spécial qui part partout. Et il est en deal avec... Un ancien partenaire de golf, on le rappelle. Oui, bien sûr. Mais donc, c'est le fils. C'est Zach Witkoff qui est le directeur de cette ancienne-là, avec Donald, Eric et Baron Trump.
Et donc après, est-ce qu'il y a soupçon de conflit d'intérêts? C'est pas la peine de mettre le mot soupçon, mais voilà, c'est... Mais où est le Congrès? Vous voyez, le Congrès, c'était volontairement sous le soi-disant Mais c'est leadership pour ça de Mike ce que Johnson. disait Reid, je pense, c'est les midterms, peut-être un changement de majorité, peut-être que plus d'enquêtes, peut-être que plus de décisions comme ça. Ce qui va être intéressant, c'est de voir surtout au Sénat si les démocrates peuvent récupérer le Sénat. C'était a priori, il y avait peu de chance, et là, La marge est faible pour la les marge est faible, républicains. mais il y a quand même c'est possible. Alors que voilà, c'est plus difficile. La Chambre normalement devrait vraiment revenir aux démocrates malgré le redécoupage électoral dont parlait Reid tout à l'heure. Avec l'inflation, la guerre en Iran, a priori, on se demandait à l'époque si Donald Trump voulait gagner la guerre ou perdre les élections. A priori, il a choisi son camp. Perdre les élections, selon vous? Oui, mais comme c'est pas lui personnellement dit que c'est pas lui, il s'en fiche un peu. Par contre, il y a un vrai enjeu pour lui, c'est que il peut être face à enfin une autre tentative de destitution, et sans doute pour le moins, ça peut enfin aboutir si jamais il perd. On assiste donc aux 3-4 derniers mois peut-être de pouvoir complet de Donald Trump, Reid Brody. Je lance un appel à tous les Américains qui vivent à l'étranger de s'inscrire sur les listes électorales. Merci. Voilà, c'était le seul message qu'il fallait passer. Pas de consigne de vote. Hein. Oui, mais C'est et pas le si- vote par c'est pas correspondance donné a été une validé procédure par de la vote. Cour suprême. Après, Un petit Non, vas-y. élément quand même sur... Chacun son tour. c'est qu'il a fait perdre beaucoup de primaires en prenant des personnes plus extrémistes, encore plus pro-Trump, qui se sentent maintenant, des républicains, qui se sentent maintenant un peu plus libres de contrecarrer Donald Trump. On l'a vu avec Cassidy, par exemple, ou d'autres. Et donc, ça commence aussi à bouger un tout petit peu au niveau du Congrès. Et ça, c'est aussi intéressant. Du côté ce qui républicain. serait intéressant, c'est de voir, bon, admettons qu'ils se prennent une claque. Il faut voir la taille de la claque, parce que C'est ça. ce qu'il est en train de dire pas mal dans ses discours-là, c'est qu'il prépare les esprits. Il dit, attention, l'histoire américaine marche sur un président perd les élections de mi-mandat. Donc statistiquement, depuis un siècle, j'ai fait mes petites recherches avant, le président perd 24 sièges à la Chambre des représentants, statistiquement. Donc lui, il prépare déjà en train de dire, si je perds, c'est normal, si je gagne, c'est que je suis trop fort. Et donc du coup, c'est quand même une lecture qui va être très intéressante de voir effectivement si le Sénat bascule, si la Chambre des représentants, parce que encore une fois, en temps normal, le président doit perdre. C'est juste comme ça que ça se passe. En 2010, Obama, midterms, il perd 63 sièges. Oui. 63 sièges. Et il emploie un mot que j'ai oublié, mais il dit, voilà, on s'est fait vraiment ramasser. Donc on va voir quel impact ça va avoir, surtout quelle est la taille de la claque. Mot de la fin peut-être, Hélène Kuntz? Alors, je ne sais pas, il y a tellement de choses à dire, mais peut-être juste un mot qui est un peu drôle quelque part, c'est que dans cette foire qu'on voit sur le Washington Mall, il y a beaucoup d'États, parce qu'il y a un stand par État. Il y a des États, comme un État que je connais bien, le Connecticut, qui ont boycotté ce truc-là. Ils n'aiment pas être ni insultés, ni mis à mal, donc ils ont envoyé personne à leur fête. 9 États, je crois, ont envoyé personne. Oui. Ouais. Il y en a que plus de 49, enfin, États et territoires. Et quand c'est intéressant, ça passe toujours trop vite. Merci à vous trois d'avoir été sur ce plateau. Merci Reid Brody depuis Berlin. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Vous restez là, l'information continue sur notre antenne.